Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va parler de la méthode de Newton, qui est l'une des méthodes les plus utiles pour la résolution des équations non linéaires. Cette méthode possède une interprétation, des représentations géométriques faciles à comprendre, mais nous préférons de commencer tout à fait au début par la construction de cette méthode à partir du développement de Python. Alors, tout à fait au début, on ne doit pas oublier que notre but est la résolution de l'équation non linéaire f de x est égal à 0. Qu'est-ce qu'on fait? À partir d'une valeur initiale x0, on va essayer de chercher une valeur delta x considérée comme une collection de la solution initiale x. Delta x qu'on cherche, nous allons vérifier la notion suivante. Alors, f de x0 plus delta x doit être égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire un développement de Tyler, mais on va faire un développement de Tyler au voisinage de point x est égal à x0. C'est comme maintenant. Donc, f de x0 plus delta x est égal, donc f de x0 plus delta x f' de x0 plus delta x au carré sur 2 f de prime de x0 plus delta x3a, donc puissance 3 sur 6 fois troisième dérivée de f au point x0, ainsi de suite. Alors, sachant que f de x0 plus delta x doit être égal à 0. Qu'est-ce qu'on va faire? On va négliger donc les termes qui ont un ordre supérieur ou égal à 2 par rapport à delta x. Donc, ce terme-là est celui-là. Il me reste uniquement les deux premiers termes. Donc, on aura f de x0 plus f' de x0 delta x est presque égal à 0. On peut alors isoler la connexion recherchée. Delta x est presque égal. Donc, si on veut mettre ça égal à 0, je peux dire que delta x, ça sera presque égal à moins f de x0 sur f' de x0. La connexion delta x est en principe la quantité que l'on ajoute à x0 pour annuler la fonction f de x. Puisque nous avons négligé les termes d'ordre supérieur ou égal à 2, donc développement de Tyler, cette collection n'est pas parfaite et on pose x1 est égal à x0 plus delta x. On recommence le processus en cherchant à corriger x1 d'une nouvelle quantité delta x. C'est-à-dire, donc ce delta x qu'on va trouver, ce ne sera pas le delta x qui me permet d'obtenir la racine à partir de x0. Mais il me permet quand même de corriger la valeur de x0. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va supposer que x1, donc une première connexion de x0, qui est égale à x0 plus delta x, puis on va passer vers une deuxième connexion, troisième connexion, ainsi de suite. Donc, on va calculer x2 à partir de x1, x2, x3 à partir de x1, ainsi de suite, en utilisant le processus suivant, donc x0, une valeur initiale donnée, x1 plus 1 est égal à xn moins f de xn sur f' de xn pour tout n supérieur ou égal à 0. Parlons maintenant de la principe, bien, de l'interprétation de géométrie de cette méthode. Alors, tout à fait au début, je prends donc en noir ici la courbe d'une fonction qu'on cherche sa racine inconnue f. Tout à fait au début, on va choisir un point x0 initial. Je passe sur la courbe de ma fonction, donc au point x0, f de x0, et je trace la tangente de cette fonction au point x0, f de x0. Je trouve qu'il y a une intersection avec l'axe des x au point x1. Je passe sur ma courbe, donc au point x1, f de x1, et je trace la tangente de ce point-là. Je trouve aussi qu'il y aura une autre intersection au point x2. Je passe sur la courbe du point x2, f de x2, et je trace une troisième tangente. Et je trouve que la troisième tangente a aussi une intersection avec l'axe des x. Chaque fois, on remarque qu'on est en train de s'approcher de la racine r. On s'arrête, ça devient assez proche de la racine r. Bien. Ça, c'est comme un principe géométrique. L'interprétation géométrique. Alors, comment je peux transformer ça en forme d'équation? Tout à fait au début, je prends ma première tangente. Alors, pour trouver x1, je vais trouver le point d'intersection entre la première tangente et l'axe des x. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'écris l'équation de la première tangente. L'équation de la première tangente n'est rien d'autre que y est égal à f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. Alors, cette écriture correspond à un développement de Tyler au voisinage de x0 à l'ordre 1.
Alors ici, si on veut déterminer la valeur pour laquelle, la valeur de x pour laquelle y est égal à 0, il suffit de résoudre l'équation ça égale à 0. Et si on va le résoudre, on va trouver que x est égal à x0 moins f de x0 sur f' de x0. On va appeler ce x qui a été trouvé x1. Et comme ça, je dois déterminer notre première formule. On va faire notre première itération. Donc, on va remarquer que cette écriture est équivalente à l'écriture qu'on a déjà trouvée. C'est la même formule. On va répéter ce processus pour trouver x2, pour trouver x3, ainsi de suite. Alors, parlons un peu de l'analyse de l'erreur et de l'ordre de convergence de la méthode de Newton. Alors, vous devez savoir que la méthode de Newton est considérée comme un cas particulier de la méthode de points fixes. On suppose que g de x n'est rien d'autre que x moins f de x sur f' de x. On sait que la convergence dépend de g' de f. Et dans ce cas-là, on a déjà vu ça, que la convergence dépend de g' de f. F, c'est la racine de la fonction f qu'on cherche. Ou bien c'est le point fixe de g. Alors on a vu que ça dépend de ça. Et pour avoir la convergence, je dois avoir ça inférieur à 1. Pour dire qu'il existe un intervalle où la fonction g est contractante. Alors, dans notre situation, g' de x de cette fonction n'est rien d'autre que f fois f de prime sur f' au carré. Alors, dans cette formule-là, on remarque un truc qui est assez important concernant g'. Alors, si je remplace ici par r, j'aurai f de r fois f de prime de r sur f' de r au carré. On sait bien que le r, donc le r c'est la racine, plutôt, le r c'est le point fixe de g, et c'est en même temps la racine de r. Donc automatiquement, cette quantité sera égale à 0. Qu'est-ce qu'on va dire? G' de r est égal à 0, ce qui signifie que ma méthode de Newton converge au moins d'ordre 2. Donc elle a une convergence au moins quadratique. Jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé de conditions de convergence de cette méthode. Alors, maintenant, on va voir deux théorèmes qui nous permettent qui donnent les conditions de convergence de la méthode de Newton. Commençons tout à fait au début par un théorème qu'on peut le nommer théorème de convergence locale de la méthode de Newton. Alors, tout à fait au début, je dois avoir une fonction qui est définie sur AB, qui est définie de AB dans F, qui vérifie une propriété suivante. Donc, F doit être au moins de classe C2, F de A fois F de B doit être négatif, donc on aura un changement de signe. F' de X est différent de 0, quel que soit X appartient à B, donc que signifie cette écriture? Le moment où on a dit que f appartient à C2, je peux dire que la première dérivée est continue. Le fait que la première dérivée est continue et ne s'annule pas, ça signifie qu'elle est soit strictement positive, soit strictement négative. Donc, si elle est strictement positive, on aura une fonction qui est croissante. Si elle est strictement décroissante, si elle est strictement négative, on aura une fonction qui est décroissante. On a aussi la condition f de prime de x différent de 0, bien dit f de prime de x, f de prime ne change pas de signe. Cette condition est aussi importante. Alors pourquoi? Cette condition me permet de dire que mon fonction sera soit concave ou bien convexe. Alors, si on a ces quatre conditions, on peut dire que la suite xn définie par x0 appartient à b tel que f de x0 fois f de prime de x0 est supérieur à 0 et x1 plus 1 est égal à x1 moins f de x1 sur f' de x1 converge vers f. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce théorème? Ce théorème me dit, donc, on a la première et la deuxième condition. La première et la deuxième condition confirment que la f admet au moins une racine entre a et b. Et j'ajoute la troisième condition, j'assure que la racine est unique. Si j'ajoute la quatrième condition, il y a cette condition supplémentaire. On assure la convergence de ce processus vers la racine de f. Bien. Que signifie cette condition supplémentaire ici? Que signifie le mot convergence locale? Alors, regardez, si on parle de la convergence locale, alors on parle de la convergence de processus à partir d'un point x0 dans l'intervalle AB
qui vérifie une condition supplémentaire, et cette condition n'est rien d'autre que f de x0 fois f de prime de x0 supérieur à 0. Bien dans l'autre sens, que f de x0 et f de prime de x0 seront de même signe. Bien. Pourquoi cette condition supplémentaire? On dit dans le paragraphe précédent que la méthode de Newton est considérée comme un cas particulier de la méthode de Newton. Donc sa convergence dépend de la dérivée de g. Savons de toute façon que g est égal x moins f de x sur f' de x, et sa dérivée c'est f de x fois f de prime de x sur f de prime de x au carré. Donc ça c'est la première remarque. Dans la séance concernant la méthode de point fixe, on a vu que aux premières années, on avait l'habitude d'étudier la nature, bien la monotonnée d'une suite définie par référence de la façon suivante. On va associer une fonction à la suite qui est définie par référence. On va étudier la monotonie de cette suite, de cette fonction. Alors, si ma fonction est croissante, on va déduire que la suite est monotone. Si la fonction est décroissante, on va déduire que la suite n'est pas monotone. Bien. On va concentrer sur le point où la suite est monotone. Le fait que la suite, pour que la suite est monotone, on dit que la fonction doit être positive. Pour qu'il doit être, bon, peut-être. Pour que la suite soit monotone, on a dit que sa dérivée, on a dit que la fonction associée doit être croissante. Pour qu'elle soit croissante, je dois voir que sa dérivée est positive. Bien. Ici, g de x est cette fonction associée à ma suite définie par récurrence. Sa dérivée, c'est f de x fois f de prime de x sur f prime de x au carré. Alors, pour que cette quantité soit positive, je dois avoir f de x fois f de prime de x positif. C'est pour ça qu'on a ajouté cette condition. Donc, si la suite est monotone, pour qu'elle converge, doit être soit croissante majorée ou bien décroissante minorée. Alors ici, en général, le x0, on va choisir A ou bien B. Bien. Pour mieux comprendre, je prends maintenant un petit exemple. Alors, tout à fait au début, je prends la fonction f définie par x3 moins 4x plus 2. Je cherche une racine réelle de f compris entre 1 sur 2 et 1,154. Alors, je peux dire que f appartient à C2, que f de 1 demi c'est 1 huitième, donc positif, et f de 1,154 égale moins 1,07092, donc négatif. Donc la deuxième condition peut se vérifier. Que la première dérivée de f c'est 3x au carré moins 4, que cette dérivée est inférieure à 0, quel que soit x appartient à mon intervalle i. Que sa deuxième dérivée c'est 6x, elle est toujours positive, quel que soit x appartient à i. Donc les quatre premières conditions sont vérifiées. Maintenant, je dois choisir un point x0 qui vérifie la condition supplémentaire. Ici, dans notre situation, si on va choisir x0 égale 1 demi, on remarque que f de x0 fois f de prime de x0 est positif. Donc, ma suite définie par x1 plus a est égale x1 moins f de x1 sur f prime de x1 est croissante. Je prends maintenant le calcul. Je vais faire le calcul. On va faire quelques itérations. Alors, je vais commencer avec x0, je vais calculer x1, x2, x3, puis x4. Et enfin, j'ai calculé f de x4. J'ai remarqué que f de x4 sera égal à 4,44 fois 10 puissance moins 16. Donc, c'est une valeur vraiment très proche de 0. Alors, j'aimerais bien vous dire que j'ai fait plusieurs itérations, donc plus que 4 itérations, j'ai fait jusqu'à 20 itérations, et j'ai remarqué qu'il y a uniquement un chiffre ici qui n'est pas exact, c'est le chiffre 9. Tous les autres chiffres sont des chiffres décimaux exacts. On a réussi à avoir 15 chiffres, bien 14 chiffres décimaux exacts, après 14 chiffres décimaux exacts, après uniquement 4 itérations, et ça c'est vraiment rapide. Maintenant, on va poser la question, que se passe-t-il si on n'a pas pris cette condition en considération? Alors, j'ai fait le test suivant. Alors, j'ai pris x0 est égal à 1,154. Et j'ai remarqué que x1 était moins 221 fois 2687. Une valeur très loin de mon intervalle. On va remarquer ici que le fait qu'on n'a pas choisi
f de x0 fois on a choisi x0 qui vérifie pas cette condition, on s'éloigne rapidement de l'intervalle dans lequel on cherche la solution de mon équation. J'ai fait un deuxième test et j'ai choisi x0 est égal à 1. Alors, si vous remarquez, si on choisit x0 est égal à 1, cette condition ne sera pas aussi vérifiée parce que f de 1 est égal à moins 1. Donc, cette condition ne sera pas vérifiée. Mais ici, on a remarqué ça. Donc, si je choisis x0 est égal à 1, x1, ça sera un 0, donc je suis en dehors de l'intervalle. Mais à la itération suivante, je reviens à mon intervalle x2. Et les autres calculs seront les mêmes que le calcul précédent. Donc, si cette condition n'est pas vérifiée, peut-être on aura la convergence, ou bien on n'aura pas la convergence comme dans cette situation. Donc, par quoi? Parce que cette condition supplémentaire, c'est une condition suffisante et n'est pas nécessaire. Donc, si elle est vérifiée, je suis sûr et certain qu'on aura la convergence. Si elle n'est pas vérifiée, on ne peut rien dire. Passons maintenant au deuxième théorème de convergence. Ce qu'on appelle le théorème de convergence globale. Alors, je prends toujours une fonction qui est définie de AB dans R, telle que f soit de classe C2 sur AB, f de A fois f de B négatif, f' de x différent de 0, quel que soit x appartient à AB, f de prime garde un signe constant sur AB, et on a cette condition supplémentaire qui est, donc, soit C tel que f' de C en valeur absolue est égal au minimum de f, entre f' de A et f' de B en valeur absolue, alors c'est f' de C, f de C sur f' de C en valeur absolue est inférieur à B moins 1. Sur ces hypothèses, on délivre trois résultats importants. Il existe un unique R appartient à B tel que f de R est égal à 0. Donc, ça vient des trois premières conditions. Le processus x0 appartient à B, xn plus a est égal à xn moins f de xn sur f' de xn converge vers R. Alors, ici, c'est le fait de la convergence globale. Regardez. Ici, on aura la convergence, donc ce théorème-là, ces cinq conditions sont vérifiées. J'aurai une convergence de ce processus, quel que soit x0 appartient à A. On a aussi une formule qui me permet de majorer l'erreur. Donc, la majoration de l'erreur est xn plus 1 moins r est inférieur à grand M sur 2m xn moins r au carré. Avec le grand M, c'est le maximum de la deuxième dérivée de f en valeur absolue entre a et b. Et petit m, c'est le minimum de la première dérivée de f' entre a en valeur, donc m petit m, c'est le minimum en valeur absolue de la première dérivée de f pour x appartient à l'intervalle a. Alors, je ne vais pas faire une démonstration détaillée de ce théorème, uniquement une remarque concernant la cinquième condition. Quel est le rôle de cette cinquième condition et pourquoi on a maintenant la convergence pour tout x0 appartient à B? Un petit rappel concernant la méthode de Newton, un petit rappel concernant la méthode de point fixe. Dans la méthode de point fixe, on aura la convergence pour n'importe quel point x0 appartient à B si la fonction est stable et contractante, continue dérivable, stable et contractante. Ici, le rôle de cette fonction-là, c'est de garantir que la fonction, bien que g de x définie par x moins f de x sur f' de x soit stable à l'intérieur de l'intervalle a, b. Voici le rôle de cette condition. Elle permet de garantir la stabilité de la fonction g. Merci pour votre attention. C'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine séance de